Bien, tout d'abord, merci beaucoup, Monsieur Bolognini, d'avoir accepté, juste à votre arrivée en France, de nous donner cet entretien sur le thème, je dirais, sur lequel vous êtes connu et reconnu, le thème de l'empathie, qui, je crois, est un thème qui mérite d'être connu dans les milieux psychanalytiques, mais aussi des psychiatres, des psychologues, à une époque où on a beaucoup tendance à protocoliser les entretiens, à faire des entretiens directifs, et qui sont justifiés dans certains domaines, bien sûr, mais à peut-être oublier l'importance de cette communication empathique. Alors, je vais d'abord vous demander comment vous êtes-vous intéressé à ce thème, vous, psychanalyste, membre de la Société psychanalytique italienne. Oui. Je crois que vous avez une formation de psychiatre aussi. Oui, je suis psychiatre. Oui. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à l'empathie? Je voudrais être très sincère. J'ai cultivé l'illusion, lorsque j'étais jeune, de pouvoir trouver la pierre philosophale de la psychanalyse. Je puis parler de tout ça avec une certaine sérénité. Après beaucoup d'années dans lesquelles je suis désillusionné. Mais je n'ai pas trouvé la pierre philosophale, mais j'ai trouvé quelque chose d'autre. J'ai trouvé la richesse et la complexité d'une position psychanalytique qui n'a rien à faire avec les sens communs du mot empathie dans le discours de la gens, mais qui est un concept qui peut trouver sa place en psychanalyse si on fait la différence entre l'empathie commune et une possible empathie psychanalytique, qui est autre chose, qui correspond à une articulation antérieure du psychanalyste qui n'est pas la même de l'agent commun et qui prend contact avec la complexité structurelle et intérieure de l'être humain. L'empathie psychanalytique a été souvent mal entendue comme une simplification de l'attitude de l'analyste. Il ne s'agit pas d'être bon avec les patients, d'être tendre ou d'être dans une condition privilégiée d'harmonie ou de syntonisation simple. Un analyste peut comprendre la complexité du patient, de ses défenses, de ses désirs, de ses peurs, de ses clivages et percevoir l'articulation antérieure du patient et faire expérience antérieure de tout ça. Néanmoins, ça ne donne aucune garantie de pouvoir obtenir une empathie. Dans ma théorisation, l'empathie, c'est un phénomène très rare, qui on ne peut pas décider, qui peut accadere, advenir. advenir.
et qui ne peut pas être programmé. On ne peut pas enseigner l'empathie, mais on peut créer des conditions qui pourront rendre l'empathie moins rare que dans d'autres conditions. La plus simple de tout, c'est qu'une bonne analyse personnelle peut favoriser l'événement de l'empathie. Et je voudrais aussi dire que les qualités théoriciennes aussi, la capacité théoricienne de l'analyste peut aussi favoriser l'empathie. Si, par exemple, l'analyste est capable d'utiliser ces théories avec faire couple, pas trop stretto, pas trop étroit avec la théorie. Si on peut créer un espace, une disponibilité de l'analyste à prendre contact avec les différentes parties clivées du patient sans être trop adhésif à sa théorie. Alors peut-être que plus facilement on va expérimenter quelque chose de neuf. Ça, c'est un... Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que l'empathie, il me semble que c'est comme ça que j'ai compris votre théorisation dans votre très très beau livre, hein, L'empathie psychanalytique, comme une visée, quelque chose qu'il faut chercher à atteindre, plutôt que comme un état d'esprit conscient et délibéré, volontaire. Absolument, oui. De l'analyste et peut-être au-delà de l'analyse du consultant ou du psychologue. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est la raison de mon désaccord avec beaucoup de collègues nord-américains. Je suis été il y a 2 mois à Chicago, où il y a l'école de Kohut. Et je dois dire que j'admire Kohut pour beaucoup de ses observations et considérations. Mais il y a dans sa école la conviction qu'on peut empathiser. C'est-à-dire qu'on peut décider, dans quelque façon, d'avoir une position technique volontaire d'empathisation. Pour moi, ça, c'est empathisme, c'est-à-dire une dégénération, une pretesa, come si vuole dire. Une prothèse qui n'est pas réalistique. Si l'analyste prétend d'être empathique, il ne sera pas empathique. C'est l'empathisme. C'est ça. C'est le néologisme que vous avez créé, empathisme, pour différencier de l'empathie psychanalytique. De l'empathie psychanalytique, qui est rare, qui n'est pas volontaire. Alors justement, quels sont les éléments, parce qu'elle est rare, mais donc il y a quand même une expression de l'empathie. Quels sont les éléments, la caractéristique de la bonne empathie, s'il y en a? Je crois que la perception de vivre une expérience, une situation empathique, réellement empathique, authentiquement empathique, peut être paragonata. On peut comparer à la certitude d'être
dans une situation émotionnelle vraie. L'analyste qui peut expérimenter une situation d'empathie n'a pas beaucoup de doutes d'être en empathie avec le présent. Il sent qu'il y a une situation authentique de contact, de perception d'un vécu important, très souvent aussi complexe. Et c'est assez rare, et je l'ai comparé à la possibilité de voir un panorama qui habituellement n'est pas facile de voir à cause de l'humidité ou de la nebbia. À cause du brouillard ou à cause de la brume. Et il y a des jours privilégiés dans lesquels c'est possible voir avec clarité. N'est pas seulement un problème de voir, c'est-à-dire d'insight. C'est une articulation plus complète du contact intérieur. Et la chose fondamentale est que l'analyste qui expérimente avec les patients une empathie est en contact, pas seulement avec les patients, mais avec soi-même. Et ce contact avec soi-même, c'est fondamental, car c'est une perception bilatérale. Les parties du patient qui sont coinvolte, investies dans la situation, sont correspondants à des parties de l'analyste. S'il n'y a pas le contact intérieur de l'analyste avec son monde intérieur, avec ses sentiments, l'analyste n'est pas en condition de contacter correspondamment les patients. Pour cette raison, l'analyse personnelle de l'analyste, c'est le premier requisito. Requis. Oui. Peut-être l'auto-analyse aussi, l'auto-analyse. Oui. Locke Bion a parlé d'une commensalité dans l'analyse, aussi pour éliminer les sens de colpa, de culpabilité de l'analyste, en percevant que la séance était bonne pour lui aussi, pour sa auto-analyse. Bion a dit une grande vérité. La commensalité dans une situation analytique qui marche, c'est une richesse de notre travail. Il y a plusieurs points dans tout ce que vous venez de dire que j'ai envie de reprendre. Il y a un point qui est très important, c'est de ne pas idéaliser l'empathie et de reconnaître ce qui est négatif dans le travail de l'empathie. L'autre point que vous avez beaucoup développé, et notamment dans votre livre, c'est le va-et-vient entre la fusion et une certaine distance. Et c'est remarquable comme vous faites ce travail dans votre livre. Et je pensais à des images venant de rêves de patients entre être à l'intérieur des vagues ou surfer dessus. Ou skier sur la neige ou danser avec le patient. Alors, c'était des questions que j'avais envie de vous poser. On a associé l'empathie à des situations douces, à des situations de particulière tendresse ou commotion. D'émotion. Mais on peut être bien plus empathique en percevant, par exemple, une volonté du patient de tromper l'analyste, par exemple, ou de haine, ou
d'antipathie, comme ça. Et ça, c'est empathie. C'est dans ce moment-là, il y a cette réalité émotionnelle. L'empathie n'est pas je vous aime. L'empathie, c'est une perception assez expérientielle de ce qui passe dans ce moment-là. L'idéalisation de l'empathie, c'est un grand problème, car on ne peut pas programmer. C'est tout à fait une co-expérience des émotions qui sont peut-être aussi très mauvaises, très négatives, très, avec agressivité, avec des choses qui ne sont pas en paradis dans la situation de la couple analytique. La différence entre l'empathie et le comprendre intellectuel, c'est clair. Si je puis partager avec les patients une situation de négativité, avec sincérité, avec un riconoscimento, reconnaissance réciproque de ça, ça n'est pas une situation idyllique, non, oui, mais on peut expérimenter ensemble un sens de grande vérité en partageant tout ça et en déclarant ça. Est-ce qu'il n'y a pas souvent confusion entre empathie et sympathie? Ah oui, absolument. On peut avoir une attitude sympathique, volontaire, consciente. C'est pas du tout ça. C'est pas empathie. Peut-être un sentiment de superficie. Superficiel, partial. Là, vous avez bien reporté ici les problèmes de la fusion-diffusion, distance, proximité, contact, séparation. Et je crois que dans les situations d'empathie psychanalytique, la separatezza, la condizione di essere separati. Le fait d'être deux et d'être séparés. Et en italien, nous avons le terme separatezza, qui n'est pas séparation. Séparabilité, c'est la condition. C'est une condition pas potentielle comme séparabilité, c'est une condition en acte. C'est un peu l'altérité. Oui, mais c'est une... Oui, on pourrait dire altérité. L'état de différenciation. Oui, c'est un état, oui. C'est un état qui est partagé par les deux. Il n'y a pas de confusion entre les deux, mais il y a un contact. Bien qu'il y a une connaissance de l'altérité dans ce moment-là, une reconnaissance de l'altérité. Et c'est douloureux, il y a une perte. Oui. Il y a la perte de l'illusion symbiotique. Il n'y a pas de fusionnalité, mais il y a un contact presque fusionnel dans certains points de contact. Il y a un travail de Paolo Fonda, un collègue italien qui a étudié les points de contact dans la fusionnalité partielle, qui est très intéressant. Et lui a parlé, et j'ai aussi parlé, moi aussi j'ai parlé de ces choses dans un autre travail que j'ai écrit dans le même temps, comme come è accaduto spesso in psicoanalisi. Comme ça arrive souvent en psychanalyse. Oui, et il y a des zones de contact
spécifiques qui sont destinés, il semble, à être des points de contact entre les êtres humains dans une façon physiologique, pas pathologique. Est-ce qu'on peut prendre faire des rapprochements avec des situations vécues du type relation mère-bébé dans l'allaitement, ou relation amoureuse dans l'échange sexuel? Exact. Oui. Ils sont des exemples des exemples universels, oui, on pourrait dire. Oui. Et comment est-ce que vous expliquez que pendant longtemps, j'allais dire plusieurs générations, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin pendant longtemps, la notion d'empathie a été très évacuée de la pensée psychanalytique, mise à distance, décriée, alors que Freud en a parlé lui-même. Oui, Freud en a parlé plusieurs fois avec un sens de respect pour le concept d'empathie. Oui. Et lui n'a pas particulièrement approfondi la question de l'empathie, mais l'a donné comme un élément certain. Il y a ces phénomènes. Et l'empathie a été considérée dans son côté hyper simplificatoire. Et justement, les analystes ont refusé cette hyper simplification. Et on a parlé d'empathie dans l'école de Kohut, et Kohut a compris beaucoup de choses, particulièrement la fonction cohésive d'une expérience d'empathie, qui donne à soi, le self, un sens de cohésion générale qui est une nécessité fondamentale de l'être humain. Et Kohut a particulièrement valorisé la fonction de l'objet, self-object, l'objet soit objet, dans la forme d'un objet, une autre moi-même, gemellare, un jumeau. Et aussi la fonction de l'idéalisation, la fonction positive et nécessaire de l'idéalisation, qui n'est pas toutefois un correspondant de la persécution. Il y a une articulation théorique et clinique plus riche. Et dans ces champs, Kohut a donné des contributions très intéressantes. Pour moi, le point faible de Kohut, c'est la préthèse de rendre programmatique l'attitude à empathiser. Ça n'est pas une règle acceptable en analyse. C'est vrai que Kohut n'avait pas exactement dit cette règle, mais il avait suggéré avec sa conduite technique l'encouragement à se syntoniser dans une façon intentionnelle avec la partie blessée de l'autre, qui est important, mais n'est pas une attitude psychanalytique ouverte. Si nous cherchons la partie blessée de l'autre, nous ne contactons pas toute l'organisation générale de la personnalité et de la relation. Pour ça, j'ai écouté des collègues nord-américains qui ont
intention d'immédiatement contacter la partie blessée. Et ça, c'est très restrictif. Oui. Est-ce que ce ne serait pas une idéalisation d'une relation masochiste Oui. dans la rencontre, dans la douleur? Oui, oui, je crois que oui. Comme si la créativité serait là, Oui. et pas dans quelque chose qui surgit d'un moment fécond, où il y a toutes les composantes. Oui, je suis d'accord. C'est un risque de limiter à potentiellement aussi une relation sadomasochiste. Avec un clivage Oui, oui, avec un clivage avec les autres parties qui sont négligées. Oui. Est-ce qu'on n'a pas aussi rapproché, je crois qu'en France on l'a fait beaucoup, la tendance coautienne, la théorisation de Coaut, qui est quand même, vous nous le dites, complexe oui, très riche, je très dois riche, dire. avec Rogers, la psychologie algérienne. Oui, le sommet de l'empathisme, on peut dire. Ah oui, pour moi c'est empathisme. L'analyste doit être disponible à rencontrer une situation d'empathie et reconnaître l'importance de ces situations, mais ne doit pas chercher l'empathie. S'il cherche l'empathie, sera très difficile qu'il va expérimenter l'empathie. Pas consciemment, on peut dire peut-être. Comment? Il ne doit pas consciemment chercher. Ah oui, absolument. Oui. Pas consciemment, pas intentionnellement, pas programmatiquement. Oui. Mais vous insistez beaucoup dans tout ce que vous avez dit sur la nécessité de ne pas être dans une attitude de contrôle. Exact. Comme dans les attitudes techniques, où on risque d'être figé en dehors d'une mobilité. Alors l'analyste qui pense aujourd'hui je serai empathique, c'est une caricature, c'est une tragique caricature. Comment vous situez la notion, alors tout à fait psychanalytique, de contre-transfert par rapport à l'empathie psychanalytique Je pense que le contre-transfert, c'est un composant nécessaire qui doit être expérimenté, élaboré, reconnu, utilisé et connecté avec toutes les autres fonctions de l'analyste. Et si on ne peut pas contacter les contre-transferts, et nous savons qu'il est très difficile, tout à fait, on parle beaucoup de contre-transfert, d'utilisation du contre-transfert, mais c'est un grand travail. Reconnaître, contacter, expérimenter, conceptualiser en soi les contre-transferts. Mais s'il ne peut pas faire ce travail, beaucoup de parties de la relation, de la scène fantasmatique, du transfert du patient et des réactions de l'analyste sont hors du cadre. Et le contre-transfert nous donne la possibilité de récupérer les parties clivées, tout ce qui est fragmenté, qui est potentiellement exclu dans la vie psychique du patient et de l'analyste. La recherche du contre-transfert et de la compréhension du contre-transfert, c'est une des plus fascinants milieux de l'analyse. Je crois que la capacité de l'analyste d'interroger, de s'interroger et d'être sincère avec soi-même. Qu'est-ce que je suis
cosa sto provando? Qu'est-ce que j'éprouve en ce moment? Qu'est-ce que je prouve dans ce moment-là? Pourquoi je suis heureux, malheureux? J'expérimente le plaisir, le displaisir, la douleur, la tristesse, une certaine maniacalité. C'est un grand exercice quotidien de contact avec soi-même pour l'analyste. L'analyse n'est pas seulement ça, mais est aussi ça. Et alors, quels sont les liens justement possibles entre l'empathie et le contre-transfert? Oui. Le contre-transfert, c'est un précurseur de l'empathie. N'est pas suffisant expérimenter le contre-transfert et reconnaître le contre-transfert. Il y a un autre travail à accomplir. Oui, oui. C'est un travail de connexion intérieure avec les patients, avec sa histoire, avec notre rencontre aujourd'hui, hier, dans notre histoire commune, et peut-être aussi un salto nel vuoto, Un saut dans le vide. un saut dans le vide, dans le potentiel. Qu'est-ce qu'il y a de neuf, d'inconnu entre nous aujourd'hui? La connexion avec le passé, avec aujourd'hui, avec le potentiel, et avec, je dirais, tous les fois qui ont pas créé une situation qui a quelques similarités avec mais l'empathie se développe, comme j'ai dit, est très rare dans ma expérience. Mais j'ai écouté beaucoup, j'ai entendu beaucoup de collègues qui m'ont confirmé qu'est très rare une situation de vraie empathie, se développe avec une certaine surprise et naturalité. Avviene. Oui, ça advient. Ça advient. N'est pas magique, n'est pas. C'est un fait humain et technique. L'analyste est moins ingénu d'autres êtres humains et plus articulé. Mais un bon analyste est aussi capable d'arrendersi, de se rendre à l'évidence d'une expérience empathique et de reconnaître, oui, c'est vrai, aujourd'hui nous avons expérimenté quelque chose de vrai, d'authentique, de complexe. Est-ce qu'on pourrait dire que le travail sur le contre-transfert fait partie de la technique analytique et que l'analyste doit en avoir le souci permanent, alors que l'empathie est plus une émergence très, très importante dans la relation analytique, mais comme vous nous l'avez dit, qui ne doit pas être visé intentionnellement, mais qui ne doit pas être évacué non plus. Oui, ne doit pas être évacué, ne vient pas évacué. Et je voudrais porter un exemple très simple. Un patient fait une narration de sa expérience, une expérience très importante avec une autre personne, et il peut mettre l'analyste en condition de comprendre ce qui est passé. Les patients sentent que l'analyste a perçu et en contact, l'analyste donne le reçu dans quelque façon de ces contacts émotionnels,
Et l'analyste entend aussi qu'il s'est fait ça, qu'il y a été en contact, a créé aussi dans les patients un petit displaisir. Il y a un plaisir d'être été compris et contacté, mais aussi un peu de displaisir que l'autre a pour connaître quelque chose de particulièrement intime. Peut-être qu'un analyste, plus qu'autre genre, peut aussi donner place à la perception de ces petits displaisirs qui va a guastare la festa. Qui va ruiner la fête, qui va Oui. gâcher On voudrait avoir une expérience de bonheur complète, mais n'est pas comme ça. Et l'analyste peut comprendre par un détail, par exemple, pour une petite réaction contraire après la satisfaction d'être été compris et contacté, qu'il y a aussi une partie de, par exemple, d'orgoglio, de narcissisme. Ça, c'est empathie. La complexité d'une situation comme ça. Oui, c'est quelque chose que vous avez souligné dans votre livre et que je trouve important, que je découvre plus récemment, c'est l'envie du patient quand on a un moment d'empathie et la nécessité de se réfréner, de ne pas trop montrer et entrer dans une communication qui ne serait pas orgueilleuse comme vous venez de dire, mais plus le souci de la rencontre que le plaisir de la découverte. C'est vrai. C'est vrai. Par exemple, si l'analyste montre une capacité de contact intérieur avec soi-même et avec l'autre, ça peut être intolérable pour le patient, pour l'envie. C'est comme voir une athlète qui est bon pour, qui est capable de faire des mouvements très raffinati. Il confine les limites entre l'appréciation, l'admiration et l'envie. Nous savons très bien, c'est très délicat. Alors, moi j'ai envie de vous poser aussi une question un peu spécifique à notre hexagone. Oui. Il y a une tendance assez forte en France d'une psychanalyse désaffective, intellectualisée. Oui. L'analyse du langage, plus que de la relation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il me semble que vous nous apportez des éléments extrêmement précis, rigoureux, pour comprendre qu'on ne peut pas faire un travail analytique en évacuant cette dimension émotionnelle. Je l'ai nommé l'ingénierisme psychanalytique. Oui. C'est une défense. C'est une défense. C'est une défense, tout à fait. J'admire beaucoup la culture psychanalytique française car elle a étudié Freud mieux que les autres et toute la métapsychologie avec une grande précision et profondité. Mais je dois reconnaître que parfois j'ai écouté des reportages théorico-cliniques où la théorie était devenue un fétiche. Et
la fonction défensive ou déclivage regarde l'expérience émotionnelle partagée avec les patients était évident. L'analyste s'est défendu à travers cette hyper-théorisation qui était uno scudo. Oui, un écran. Oui, oui. Un bouclier, un écran. Oui, et dans une façon ingénieristique qui est fonctionnelle à exclure la participation émotionnelle. La participation émotionnelle n'est pas une valeur supérieure à être idéalisée, mais est une composante. Est-ce qu'on peut dire un élément de la psychanalyse pour reprendre oui. le titre du livre de oui, Bion. oui. Et vous nous montrez aussi qu'il ne s'agit pas d'être dans l'émotion oh non, absolument. Pure, Absolument. Qui est peut-être ce qu'on craint quand on est très intellectualisant, oui, oui. On est très cartésien. Peut-être que si l'analyste est trop théoricienne, il se défend contre une tendance inconsciente à être sans limite. Alors, au-delà de la pratique analytique proprement dite, moi j'attache beaucoup d'importance à cette notion d'empathie dans l'approche des patients. Nous sommes pédopsychiatres notamment, des enfants, des parents. Et on est un peu préoccupé de l'évolution de la psychiatrie en général et de la pédopsychiatrie plus ou moins vers, dans le sens d'une évacuation de cette relation, de cet aspect émotionnel de la situation, comme si c'était entre guillemets plus scientifique de recueillir des données sans émotion et moins quand on s'implique émotionnellement. Qu'est-ce que vous je pense qu'il y a des fonctions fondamentales entre les êtres humains, et particulièrement avec les enfants, qui sont les contentements, les partager, les reconnaître ensemble l'émotion, et que la stérilisation du champ clinique qui on fait en psychiatrie trop souvent, c'est une façon de déshumaniser la cure. Et beaucoup de petits patients, mais aussi de patients aussi d'adultes, oui, ont des nécessités de base d'être contenus, contactés, d'être partagés et d'avoir une transformation, d'apprendre une capacité transformationnelle de tous les stimulations et les situations tensionnelles antérieures qui peut être donnée seulement avec l'expérience de cohabitation psychique avec une autre. Si on ne fait pas cette expérience fondamentale nécessaire, l'être humain n'a pas de fonction de base dans cette phase. Et alors une psychiatrie qui ne tient pas en compte ces nécessités fondamentales, c'est une psychiatrie presque psychotique. Et dans l'aspect psychotique, est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'il y a un hiatus entre la communication non verbale et le langage, alors qu'avec des jeunes enfants, nous passons par la communication non verbale et la mémoire du corps, dont vous avez parlé dans votre conférence. Oui, c'est vrai.
les contacts et l'interaction entre les thérapeutes et les patients, c'est extrêmement complexe. Et toutes les écoles psychanalytiques dans le monde ont donné des contributions très utiles et très spécifiques. L'exemple d'Ecout, c'est un exemple entre tant. Et les phénomènes les plus intéressants pour moi dans ces dernières années, c'est qu'on commence à dialoguer entre les analystes des différentes écoles. On a vu dans les congrès de l'IPA qu'il y a vraiment un dialogue. Et dans les groupes cliniques de la FEP aussi, il y a un échange qui est nouveau. Car nous avons compris que chaque école a donné des contributions importantes, mais ne peut pas être la école en absolu. Il y a une richesse à partager et à échanger. Oui, je voulais vous poser une question par rapport à l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, du moment empathique. En fait, au cours de la cure, il se passe plein de fois où il y a des moments empathiques. On fait de l'empathie sans le savoir. Oui. Dans la situation que j'appelais empathique, les contacts antérieurs avec soi-même et avec l'autre, et entre les deux, c'est particulièrement riche, large, séparé, mais proche. Et ces caractéristiques très simples sont rares, malheureusement. Parce que difficile et complexe. Oui, oui, exactement. Mais merci beaucoup.